Bonjour à tous, bienvenue dans les lundis au soleil, notre série de webinaires consacrés aux projets citoyens de production d'énergie renouvelable, organisés par Taranis, Énergie Partagée et la Maïf. La semaine dernière, nous avons survolé les projets citoyens, leur gouvernance et leurs besoins d'assurance. Aujourd'hui, nous allons mettre en lumière les projets photovoltaïques. Nous allons garder un temps de fin de présentation pour les questions, donc n'hésitez pas à les noter dans la bulle en bas de votre écran, afin qu'aucun sujet ne reste dans l'ombre, bien sûr. Alors, bon webinaire à tous. Merci Fabienne pour cette entrée en matière. Donc, les sujets qui seront abordés ce soir, on va rapidement refaire un point sur la définition des projets citoyens si certains d'entre vous n'ont pas suivi le webinaire de la semaine dernière. On va donc parler après des étapes des projets photovoltaïques. On va ensuite faire un focus sur l'assurance, qui est un point clé des projets. Et après, on parlera de la place des collectivités dans ces projets photovoltaïques. Ensuite, il y aura le témoignage de Kerwatt, qui est donc une société citoyenne qui porte des projets à l'échelle de la région Bretagne. Et après, il y aura donc le temps d'échange dont parlait Fabienne. Je vois qu'il y a déjà quelques acronymes en fait sur cette diapo. Quand on parle de PV, c'est donc le photovoltaïque. Donc, pour rappel, qu'est-ce que c'est qu'un projet citoyen ? Un projet citoyen, c'est des collectivités et des citoyens qui se réunissent pour monter donc une société ou une coopérative de production d'énergie. Ensemble, ils financent l'investissement du projet. Et donc, du coup, une fois que le projet est installé et que la centrale est en production, elle génère du coup des revenus quand on revend l'énergie. Ces revenus reviennent à la société et donc la société décide de distribuer des dividendes à ses actionnaires et peut décider de mener d'autres actions, type des actions de maîtrise de la demande en énergie ou démarrer d'autres projets. Donc, quand on parle de projets citoyens, ça reste des projets industriels et économiques comme n'importe quel autre projet. Voilà. Et derrière le terme citoyen, c'est le terme historique, mais maintenant, on parlerait beaucoup plus de projets de territoire parce que c'est les habitants et les acteurs publics qui souvent se mettent en commun pour développer les énergies renouvelables localement. Ces projets reposent sur des valeurs qui nous semblent clés, qui sont l'ancrage local, la gouvernance qui doit être démocratique et transparente. Nous n'avons pas une finalité spéculative. On a forcément des exigences environnementales et dans le respect de l'humain qui sont fortes. Et il y a également une dimension pédagogique affirmée dans ces projets. Il y a également du coup la possibilité d'initier avec les dividendes générés des actions de maîtrise de la demande en énergie. Donc, le point numéro 2 et le cœur du sujet de ce soir, du coup, c'est les différentes étapes d'un projet photovoltaïque. Donc, dans les différentes étapes, il y a tout d'abord l'émergence. On va les détailler après. C'est l'idée, en gros. Une fois qu'on a l'idée et qu'on décide d'y aller, il faut faire des études d'opportunité et commencer à réfléchir à sa structure juridique. Une fois que ces étapes-là sont faites, on peut lancer le développement du projet. Il y a une phase aussi d'avant-travaux. Après, il y a la phase des travaux. Donc là, c'est quand on construit la centrale photovoltaïque. Et après, il y a l'exploitation qui se fait du coup sur 20 ans. Pourquoi 20 ans? Parce qu'en général, on construit nos projets photovoltaïques principalement, à part quelques rares exceptions, sur de la revente totale de notre électricité sur le réseau. Et les tarifs sont garantis sur 20 ans. Nos tarifs de rachat de l'électricité sont garantis sur 20 ans. Donc, en général, on fait une exploitation sur 20 ans des projets. Voilà. Donc, pour les grandes étapes, il y a d'abord l'émergence. L'émergence, c'est réunir des gens et leur donner envie de s'engager dans l'aventure des projets citoyens. Donc ça, c'est très important, cette phase-là, et donner l'envie d'avancer et de travailler ensemble pour construire ces projets. Dans ces phases-là, il y a aussi lever les idées reçues sur le photovoltaïque. On entend encore dire que ça ne se recycle pas, qu'en Bretagne, ça n'a pas d'intérêt, il n'y a pas assez de soleil. Donc voilà, il y a aussi lever les idées reçues sur le photovoltaïque pour pouvoir avancer.
Il y a également, du coup, ce groupe qui se forme doit définir des valeurs communes. Qu'est-ce qu'ils ont envie de faire ensemble? Qu'est-ce qu'ils ont envie de défendre comme transition énergétique sur le territoire? Donc, il y a besoin de définir ces valeurs communes. Et puis après, on travaille sur un premier diagnostic de territoire, identifier des premières zones potentielles et des premières opportunités, et également commencer à voir les partenaires qui pourraient agir avec nous dans ce projet. Il faut forcément monter en compétences, aussi bien sur tout ce qui est technologie du photovoltaïque, mais également sur ce qui est les aspects juridiques du projet et le fonctionnement d'une société, sur tout ce qui est économie et donc recherche du modèle économique des projets citoyens, donc tout l'aspect financier, il y a aussi besoin de monter en compétences. Et puis la mobilisation citoyenne, pardon, demande aussi de s'approprier des outils de communication et de développer ses connaissances et ses compétences en matière de communication. Donc, il y a un vrai besoin de se former pour ces projets. Et ça, on le fait tout au fil du développement du projet. Et donc, une fois que ces étapes sont faites, ça permet aussi de définir les grandes lignes du projet. Quelle est la zone géographique sur laquelle on a envie d'aller? Est-ce qu'on a envie d'aller que sur du photovoltaïque ou est-ce qu'on peut aller sur d'autres filières aussi potentiellement? Voilà. Et donc là, on essaye dans ces cas-là de formaliser tout ça en constituant le groupe moteur et en créant l'association qui pourra porter la préfiguration du projet. Ensuite, l'étape 2, c'est l'étude d'opportunité et la structure juridique du projet. Donc là, on essaye d'étoffer un petit peu son groupe moteur et pour ça, il faut communiquer. Parce que des fois, il y a des projets qui sont partis à 2-3 personnes qui étaient vraiment moteurs et puis ils vont en chercher d'autres pour contribuer à renforcer ce groupe moteur. Donc, il y a cette phase-là qui est importante. Et puis, en parallèle, il y a travailler sur la recherche de toiture. Donc là, c'est commencer par les identifier, rencontrer les propriétaires pour voir si la démarche peut les intéresser. Identifier les contraintes que vous pourriez avoir aussi bien sur le raccordement que sur les aspects réglementaires. Est-ce que c'est un bâtiment qui accueille du public, par exemple, ou pas? Donc, commencer à identifier ce qui pourrait être les points bloquants sur un projet ou ce qui pourrait le rendre favorable. Et faut-il des études complémentaires aussi? Y aura-t-il besoin plus tard de faire une étude de structure pour cette toiture? Donc, il faut avancer sur cette recherche de toiture. À côté de ça, une fois que vous avez bien avancé, il faut sécuriser le foncier. Ça, c'est un point important. Avant d'engager de l'argent, par exemple, sur des études de structure ou sur les premières études qui seront nécessaires à la réalisation du projet, il ne faut pas le faire si vous ne maîtrisez pas le foncier. Donc ça, c'est faire signer une promesse de bail à un propriétaire ou une délibération de la collectivité. Et donc, une fois que ces étapes-là sont faites, on commence à faire un premier modèle économique et à faire le premier plan de financement du projet. Déjà, il faut comprendre un petit peu comment marchent les projets photovoltaïques. Il y a une difficulté en photovoltaïque, c'est que les modèles économiques sont assez contraints parce que comme le photovoltaïque produit moins, par exemple, que de l'éolien produit, on a des modèles économiques qui sont un petit peu plus contraints et donc avec les frais de gestion de la société, on peut être vraiment juste à l'équilibre pour le projet, donc il ne faut pas se tromper et ça, il faut bien comprendre ces choses-là. Et ensuite, du coup, il faut demander des devis, poser les premiers chiffres et c'est là aussi où on découvre les règles de l'appel à l'épargne. On ne fait pas appel à l'épargne citoyenne de n'importe comment. On est soumis à l'autorité des marchés financiers qui nous impose un cadre pour faire l'appel à l'épargne. Donc, il est bon de découvrir aussi les modalités de l'appel à l'épargne à ce moment-là. Et donc, c'est là où une fois qu'on a fait son plan de financement sur les plusieurs projets qu'on veut faire, parce qu'en général, avec un seul projet, le modèle économique ne passe pas, même si c'est un 100 kW crête. Et donc, on va souvent devoir partir sur des grappes de projets, c'est-à-dire faire plusieurs toitures pour avoir un modèle économique qui puisse passer. Et donc là, se pose la question de est-ce qu'on décide de monter sa propre société sur le territoire de grappes PV, mais ça veut dire qu'il faudra aller chercher plusieurs toitures et avoir une vraie dynamique sur le territoire, soit on décide d'intégrer une société
société qui est déjà existante. Alors, localement, sur votre territoire, il peut déjà y avoir, par exemple, à l'échelle du pays, il peut déjà y avoir une société qui existe déjà et vous pouvez, pourquoi pas, vous rapprocher d'elle et voir si elle serait prête à accueillir également les projets que vous développez. Et il y a également une société régionale qui a été créée, Kerouat, qui va témoigner tout à l'heure, justement pour lever ces freins qu'on pouvait avoir dans les zones rurales. Voilà, donc on vous présentera Kerouat tout à l'heure. Et donc, une fois que vous avez choisi quelle stratégie de développement vous vouliez et quel type de structure juridique vous vouliez, et bien là, on peut commencer le premier tour de table pour commencer à payer les premières phases du développement. Et donc là, on passe maintenant à la phase de développement proprement dite. Là, c'est vraiment la phase qui permet d'affiner et de définir son projet. Donc, s'il y a besoin, il faudra réaliser les études complémentaires, type études de structure. Il faut commencer à préparer la maîtrise d'œuvre aussi de son projet. C'est là où on finalise et on consolide le BP, c'est le business plan. Et où on rencontre les différents partenaires. La banque, si on veut aller faire de l'emprunt bancaire, on commence à se renseigner aussi, notamment auprès de la Maïf pour tout ce qui est problématique assurantielle. On rencontre les collectivités si on ne l'avait pas déjà fait. Pourquoi pas les SEM des syndicats d'énergie aussi qui peuvent investir dans nos projets. Donc, c'est là où on fait et on rencontre les différents partenaires. Et donc, on prépare aussi la phase de l'appel à l'épargne et la mobilisation citoyenne. Donc, dans cette phase-là, ça permet aussi d'obtenir du coup les autorisations administratives et c'est dans cette phase-là aussi qu'on fera la demande de raccordement. Et donc après, il va falloir préparer le financement de la centrale et donc de l'installation. Et donc, c'est là où on commence à faire le deuxième tour de table pour la construction. Ensuite, donc, on passe à la phase de travaux. Et la phase de travaux, là, on s'assure de leur conduite opérationnelle, que les contrats soient bien respectés et qu'ils soient conformes au cahier des charges établi. On peut, comme on fait un projet citoyen, on peut proposer des visites de chantier pour venir voir comment se passe l'installation auprès des gens qui ont investi dans notre société. Et puis, c'est important, on emmène les gens sur un projet de 20 ans, donc c'est important de communiquer sur chaque étape auprès des sociétaires. Et on commence à préparer également le suivi de l'exploitation et qu'est-ce qu'on devra faire pour que l'exploitation de la centrale PV sur 20 ans se passe bien. Donc après, on passe à la phase d'exploitation. Donc, un moment fort quand on fait un projet citoyen, c'est forcément l'inauguration de la centrale. C'est un peu la concrétisation du travail engagé pendant 2 ou 3 ans pour arriver à cette phase-là qui est l'inauguration de la centrale et la mise en service. Et donc, après, par contre, dans le fonctionnement de la société, il faut suivre le productible, s'assurer qu'il n'y a pas de problème, donc il y a un suivi du productible. Il faut assurer la maintenance préventive et curative. Là, ça peut être fait avec des prestations, du coup, pour s'occuper de ces maintenances. On va voir qu'il y a aussi une importance de l'assurance sur cette phase-là. Sur la phase d'exploitation. Et puis, il y a tout ce qui est géré, la comptabilité et la redistribution des richesses qui sont générées par le projet. Et on continue toujours à communiquer auprès de tous les citoyens qui ont investi dans ce projet et des collectivités. On continue à communiquer évidemment sur ce qui se passe pendant l'exploitation. Et après, on peut se dire, voilà, une fois que ça c'est fait, allez, on démarre d'autres projets. Le plus dur, c'est le premier. Les deuxièmes, troisièmes et quatrièmes sont toujours plus faciles à faire. Donc voilà, là maintenant, du coup, on va faire un focus sur la partie assurantielle. Loïc, je te repasse la main. Alors, je vais te laisser dérouler les diapositives. Bien sûr. Qui est là. Donc, l'idée, oui, ça a été de construire un dispositif assurantiel qui accompagne et qui assure le projet citoyen en énergie partagée. Sachant qu'on propose ce dispositif aux porteurs de projets qui sont labellisés énergie partagée. Donc, on est sûr qu'il y a un partage de valeur au niveau du projet avec les valeurs Maïf. Voilà, donc on a construit ce dispositif pour vraiment, coller aux besoins des différentes étapes du projet. Alors, dans les conventions type entre les porteurs de projet, qu'on appelle généralement les preneurs, et puis le propriétaire de l'immeuble qui est appelé à recevoir les panneaux photovoltaïques, qu'on appelle le bailleur,
Dans ces conventions-là, le porteur de projet s'engage en général à contracter à minima un certain nombre de garanties qui figurent bien entendu dans le dispositif d'assurance proposé aux porteurs de projets labellisés, dans le cadre de l'accord Maïf énergie partagée. Alors là, on voit sur, comment dirais-je, la frise chronologique que vous avez des besoins dès le début du projet pour les porteurs, pour assurer la structure. Durant la phase de travaux, vous avez un besoin sur la couverture, sur la qualité de maître d'ouvrage. Et puis, lors que vous avez réceptionné les travaux, vous allez vous retrouver avec d'autres besoins qui viennent se greffer liés à l'exploitation de l'installation. Voilà. Alors, dans certaines conventions, on peut trouver des clauses qui autorisent les bailleurs et les preneurs à ne pas se faire de recours entre eux. Alors, il faut savoir que ces conventions, généralement, elles sont opposables qu'aux preneurs et aux bailleurs. Or, il faut savoir qu'ils sont aussi assurés et donc, ça n'est pas forcément opposable à leurs assurances. Donc, le mieux, c'est d'avoir un dispositif le plus complet possible pour ne pas se retrouver avec des trous de garantie pouvant mettre en péril le projet. Voilà. Donc, c'est pourquoi il faut veiller à s'assurer correctement contre les éventuels recours, notamment les voisins ou autres tiers, qui, eux, n'ont jamais signé la convention entre le preneur et le bailleur. Voilà. Donc, la ligne conductrice du dispositif, ça va être le porteur de projet a des besoins de couverture au début du projet, pendant la phase des travaux et après réception de son installation pour exploitation. Tu me dis quand tu veux que je passe aux slides suivantes. Je veux bien que tu passes. Voilà. Alors, donc, le dispositif vise à couvrir en premier lieu le collectif citoyen. Donc, pour ces risques permanents tout d'abord. Donc, dès la création de la société ou de l'association de préfiguration, même s'il n'y a aucune obligation d'assurance en la matière, il est très fortement conseillé de souscrire une garantie responsabilité civile pour ne pas se retrouver son propre assureur et ne pas assumer personnellement les conséquences financières d'un éventuel accident. Voilà, donc cette garantie responsabilité civile, dans le dispositif, elle prendra la forme d'une garantie responsabilité civile exploitation. Alors, quels risques sont couverts par cette garantie responsabilité civile exploitation? D'une part, la responsabilité civile générale de la structure porteuse du projet, celle de ses membres, de ses bénévoles, de ses associés, de ses salariés. Alors, par exemple, c'est je mets accidentellement le feu à la salle des fêtes où nous faisons notre réunion. Il faudra être assuré pour les conséquences financières de cet accident. Pareil, je renverse un verre d'eau sur l'ordinateur d'un autre membre du projet. C'est de la petite responsabilité civile qu'on peut avoir dès le début. Donc, autant avoir une couverture à ce niveau-là. Et le dispositif a prévu une garantie responsabilité civile générale. Il faut aussi une responsabilité civile du fait des biens utilisés pour le projet. Par exemple, un panneau défectueux qui tombe chez le voisin, il va vous demander de l'indemniser. Forcément, il vous faut une responsabilité du fait des biens que vous installez. Alors, dès lors qu'on bascule dans la phase d'exploitation, la responsabilité civile va devenir une responsabilité civile professionnelle d'exploitant, donc liée à l'exploitation. Et puis, il y aura aussi une responsabilité civile du fait de la production d'énergie des panneaux mis en service dans le courant de l'évolution de votre projet. Voilà. Et cette garantie responsabilité civile, du coup, on va l'adapter et la faire évoluer aussi en fonction des différents panneaux que vous mettrez en service dans le courant de l'année. Voilà. C'est comme ça que on fait évoluer le dispositif assurantiel. Alors, naturellement, cette garantie responsabilité civile, on la complète avec des garanties défense. Quand vous êtes auteur d'un accident, il faut voir que vous ayez une garantie qui prenne en charge vos frais de défense pour vous défendre en tant qu'auteur de l'accident. Une garantie recours, parce que vous pouvez avoir à réclamer des indemnités ou des droits vis-à-vis d'autres personnes en cas d'accident dont vous êtes victime en tant que porteur de projet. Et puis une garantie protection juridique pour faire valoir vos droits en dehors de tout accident, pour faire évoluer votre projet s'il y a besoin d'en passer par une protection juridique. Voilà.
Alors, à côté de cette responsabilité civile avec défense, recours, protection juridique, il faut aussi une garantie dommage aux biens pour garantir les biens nécessaires au projet. Donc, à commencer par les installations. Voilà. Mais tous les autres biens aussi peuvent être couverts par cette dommage aux biens. Du coup, on a mis cette garantie dans le dispositif. Alors, l'exemple, un coup de vent qui arrache une partie des panneaux implantés sur une toiture, cette garantie dommage aux biens va vous permettre de prendre en charge au profit du porteur de projet le bâchage de la toiture, les travaux de réparation des dommages de l'installation. Comme ça, vous pouvez continuer à faire vivre votre projet malgré l'accident matériel que vous venez de subir. Alors, on a vu les risques permanents, mais il y a aussi des risques complémentaires que vous devez prendre en compte pour le collectif citoyen. Si jamais vous êtes amené à occuper ou louer des locaux pour le besoin du projet, cette occupation ou cette mise à disposition de locaux, il va falloir l'assurer pour couvrir votre responsabilité civile vis-à-vis du propriétaire ou des voisins ou des tiers. Donc, ça, c'est un risque complémentaire à prendre en compte. Si vous êtes un collectif citoyen qui doit faire appel à des salariés, vous avez aussi l'obligation de souscrire pour ces salariés un régime complémentaire santé collective suite aux accords, suite à l'accord national interprofessionnel qui a été signé en 2013 sur les conditions de travail et les garanties sociales des salariés. C'est une obligation qui pèse sur les structures employeuses. Donc, vous avez aussi cette obligation de souscription de complémentaire santé pour vos salariés à prendre en compte. Et enfin, si votre collectif utilise des véhicules pour son projet, il faudra les assurer à minima pour les dommages que vous pouvez causer au tiers. On peut passer au deuxième photo suivante. Donc, le dispositif assurantiel conçu par la Maif et Énergie Partagée va viser aussi à couvrir les installations photovoltaïques proprement dit. Alors, on va distinguer deux phases. Donc, une couverture durant la phase des travaux, donc pendant leur construction, où là, on va prévoir une garantie responsabilité civile maître d'ouvrage qui va garantir le porteur de projet pour tous les dommages qui pourraient résulter d'un accident qui trouverait son origine pendant le chantier ou sur le lieu de chantier. Donc, ça va couvrir les dommages que le chantier peut générer d'un point de vue corporel, matériel, des dommages immatériels tels des pertes d'exploitation chez le voisin parce que durant le chantier, vous avez abîmé son local et il ne peut plus continuer son activité. Voilà, donc ça pourra rentrer dans la garantie responsabilité civile maître d'ouvrage. On prévoit aussi une garantie dommage-ouvrage, donc qui est le pendant de la garantie décennale de votre installateur, qui lui doit garantir sa responsabilité d'installateur pendant 10 ans. Vous, de votre côté, vous avez l'obligation de garantir, de souscrire une garantie dommage-ouvrage qui va vous permettre d'obtenir le remboursement ou la prise en charge des réparations des désordres qui peuvent affecter l'installation durant une fois que vous avez réceptionné les installations. Voilà. Pendant 10 ans, la garantie responsabilité civile de l'installateur prendra en charge les désordres, mais le temps que vous obteniez l'indemnisation de sa part, parce qu'il peut refuser, il peut émettre des recours. Votre garantie dommage-ouvrage est un autofinancement des réparations pour que vous puissiez tout de suite réparer sans attendre l'aboutissement de votre recours contre votre installateur. J'ai un peu bafouillé, je suis désolé. Attends, trouver mes notes. Voilà. Donc, ça va être couvrir les désordres de nature décennale qui peuvent affecter les installations de panneaux photovoltaïques. Donc, c'est les dommages qui mettent en cause la solidité ou la destination de l'ouvrage. Et donc, cette couverture, dommage-ouvrage, va pouvoir se faire pendant 10 ans après la réception du chantier, en parallèle de la responsabilité décennale de l'installateur. Donc, cette garantie inclut aussi les éventuels travaux utiles au renforcement de la charpente, qui peuvent être conséquents.
Voilà, j'ai passé ce slide-là. Ok. Est-ce qu'éventuellement, Loïc, tu veux répondre à la question qui a été posée en direct? Alors, C'est Michel Montfort qui nous dit « Conflit entre la RCMO durant les travaux et la RC de l'installateur. Double emploi, point d'interrogation. » Peut-être Stéphane aussi, tu peux répondre. Je peux répondre, Je mais pense je peux que laisser aussi la Stéphane. parole à Loïc. Non. Alors, double emploi, non, pas du tout. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est une question qui nous a été posée dans le cadre des travaux de co-construction de ce dispositif. Effectivement, on nous a dit, bah, l'installateur, il a une RC Pro, on n'a pas besoin de se couvrir. Dans l'absolu, oui. Si ce n'est que la loi dit que celui qui est responsable des dommages qui surviennent pendant les travaux, ce n'est pas l'installateur, mais c'est celui qui fait construire, ou celui qui fait installer. Donc, Et on n'est pas à l'abri, je dirais, même si la garantie peut effectivement apparaître en doublon au final, et c'est bien l'installateur qui devra au final, a priori, payer les dommages. On n'est pas à l'abri d'un défaut d'assurance, d'une absence d'assurance ou d'un montant insuffisant. L'avantage d'avoir souscrit cette garantie RCMO, c'est que, à tout le moins, vous avez la certitude que vous n'aurez pas besoin de puiser sur vos fonds personnels pour indemniser la victime qui, lui, ne connaît qu'un seul concontractant, vous, en fait. Alors, bien évidemment, tout cela et ces mécanismes de recours ont été pris en considération dans je dirais, dans le montant et dans la façon de calculer le montant de la cotisation RCMO. C'est d'ailleurs pour cette raison, et on l'avait évoqué la semaine dernière, qu'on a prévu des systèmes forfaitaires qui vous permettent de souscrire ces garanties, quel que soit le nombre de chantiers, en fonction de montants globaux déclarés au cours d'une même année. Mais ça ne fait pas double emploi. Soyez certains que, d'un point de vue strictement juridique, le seul responsable vis-à-vis du propriétaire bailleur ou de tous les autres tiers pendant la phase travaux, c'est le groupe projet qui met en œuvre. Alors, je vous propose du coup, s'il y a d'autres questions sur ce point-là, peut-être on pourra y revenir pendant la phase de questions-réponses tout à l'heure qui est prévue à la fin du webinaire. Et du coup, je vous propose d'avancer et de continuer. Il reste à peu près 5 minutes de temps de présentation, Loïc. Ça va aller, ça va aller. Ok. Donc là, on a fait, c'est un exemple de mise en œuvre des garanties du dispositif durant la phase des travaux, donc avant la réception de l'ouvrage. Donc, à l'occasion d'un chantier, un échafaudage chute sur des passants ou des véhicules et endommage la façade de l'immeuble sur lequel sont installés les panneaux. Donc, les dommages sont certes occasionnés par les entreprises qui interviennent sur le chantier, mais les victimes vont se retourner vers le maître d'ouvrage, donc le porteur de projet, car il est civilement responsable. C'est ce qu'a illustré Stéphane concernant le conflit RCMO et RC décennal. Donc, souscrire une garantie RCMO, donc responsabilité civile maître d'ouvrage, ça va permettre de couvrir le porteur de projet des éventuelles conséquences financières qui pourraient résulter de sa responsabilité de maître d'ouvrage. Et ça va permettre surtout d'indemniser les victimes sans avoir à faire appel à ses fonds propres. Voilà. Sans parler effectivement de, comment dirais-je, l'aspect pénal, puisque dans les commentaires, on voyait que l'échafaudage n'était pas conforme. Ça peut aussi avoir des conséquences pénales, mais ce n'est pas l'objet de l'animation de ce soir. Voilà. Donc, ça pourra faire aussi l'objet d'une prise en charge dans le cadre garantie défense, pour aller se défendre devant les tribunaux suite à l'accident. Alors, image d'après. Bien sûr. S'il te plaît. Donc, l'assurance des installations photovoltaïques va continuer après la réception des installations, donc après livraison de l'ouvrage. Et donc, la couverture du dispositif va se prolonger également. On va retrouver la responsabilité civile exploitation qui sera mise à jour en fonction de l'évolution de la production d'énergie. En fonction de ce que vous allez développer, le risque augmente, donc forcément, on adapte le contrat. Et puis, on va retrouver aussi la garantie dommage aux biens pour garantir la pérennité de l'installation, toujours pareil, vous permettre de réparer et de remettre en état le plus rapidement possible pour que ça puisse continuer à produire. On peut prévoir aussi en option une garantie perte d'exploitation
pour indemniser la perte de production d'électricité et ses conséquences financières si on avait un sinistre matériel majeur qui touche les installations et qui arrête la production d'électricité. Donc, on prendra la perte avec cette garantie perte d'exploitation durant le temps de réparation et de remise en route. Il y a enfin une autre garantie qu'on peut souscrire en option pour couvrir la responsabilité personnelle des dirigeants en cas de faute de gestion dans la conduite du projet. Hein, on peut leur demander de contribuer au comblement de passifs si jamais ils ont commis des fautes de gestion. Et donc, on a une garantie pour prendre en charge les conséquences financières de la faute de gestion dans ce cas-là, si elle est non intentionnelle, naturellement. Alors, diapo suivant. Suivant après, Amandine. Oui. Voilà, donc une mise en œuvre du dispositif une fois les installations livrées et en fonctionnement. Donc là, on a affaire à un incendie dont le départ de feu est lié au panneau et qui va endommager l'installation et le bâtiment sur lequel les panneaux ont été posés. Donc d'un côté, on va avoir des dommages qui vont être subis par l'installation, donc le porteur de projet. Donc une garantie dommage aux biens, donc prise en charge du coût de remplacement, prise en charge des pertes d'exploitation si l'option a été souscrite durant le temps de la remise en état. Et puis d'un autre côté, on a les dommages qui vont être subis par l'immeuble. Donc là, celui qui va être indemnisé, c'est le propriétaire. Et donc on mettra en route la garantie responsabilité civile défense pour une prise en charge des dommages matériels et immatériels, donc perte de jouissance et ou perte d'exploitation du propriétaire du bâtiment, selon ce qu'il sera amené à réclamer. Voilà. J'en ai pour ma part fini sur la présentation du dispositif. Super, merci beaucoup Loïc. Donc, on voit bien du coup qu'un projet citoyen, comme n'importe quel projet, se couvre et couvre du coup également les propriétaires des bâtiments en cas de problème. Donc, ce n'est pas parce que c'est un projet citoyen qu'il y a moins de sérieux que n'importe quel projet classique. Et merci de pouvoir le montrer avec votre offre assurantielle. Du coup, après se pose la question de la place des collectivités dans ces projets. Il y a plusieurs possibilités et de se positionner et que votre collectivité se positionne pour aider, accompagner ou carrément investir dans ces projets. Ça dépend de vos capacités d'agir, de vos ressources humaines, techniques, financières. Voilà, et donc ça, c'est vraiment le choix qui est propre à chaque collectivité de comment elle souhaite accompagner ces projets. Donc, premier cas, qui n'est pas montré, c'est que vous pouvez simplement être spectateur. Et donc là, c'est simplement récupérer les taxes liées à l'exploitation d'une nouvelle société sur votre territoire. Après, vous pouvez être facilitateur. Donc, facilitateur, ça peut être apporter un soutien matériel, fournir une salle pour que le collectif citoyen puisse se réunir régulièrement pour avancer dans son projet. Ne serait-ce que ça, c'est déjà un point important. Après, il y a être relais de communication et aider à la concertation locale. C'est chouette aussi si vous vous positionnez là-dessus. Vous pouvez contribuer à l'étude du potentiel local et étudier sur vos bâtiments publics à l'échelle de la commune ou de l'EPCI quelles sont les toitures qui pourraient coller. Si vous avez fait un cadastre solaire, c'est chouette de s'appuyer sur votre cadastre solaire, par exemple. Après, vous pouvez décider d'intégrer le photovoltaïque dans vos outils de planification et d'urbanisme. Et après, vous pouvez aussi appuyer toute demande d'autorisation. Par exemple, s'il faut rencontrer les architectes des bâtiments de France, accompagner le collectif de citoyens dans leur démarche auprès de l'ABF. Auprès de l'architecte des bâtiments de France, par exemple. Donc là, vous êtes simplement facilitateur et c'est sans plus d'engagement. Après, vous pouvez également être contributeur dans ces projets. Donc là, vous légitimez le projet, tout simplement en étant contributeur, et vous lui donnez aussi plus de lisibilité. Vous pouvez, en étant contributeur, mettre à disposition du foncier public, par exemple, pour le collectif citoyen. Vous pouvez apporter un soutien qui est humain et technique au projet. Vous
Voilà. Vous pouvez aussi aider à la mise en relation des acteurs, par exemple, aider à la mise en relation avec le syndicat départemental d'énergie que vous avez sur le territoire. Vous pouvez être du coup de l'interface avec les administrations. Vous pouvez également financer des études complémentaires. On voit que pour certains projets, c'est la collectivité qui finance l'étude de structure. Donc ça, c'est également une des possibilités qui vous est offerte. Et pourquoi pas prendre en charge certains travaux qui pourraient être liés à l'installation. Et vous pouvez également vous porter caution auprès des banques. Donc ça, c'est être contributeur du projet, mais sans en prendre part plus que ça. Après, vous pouvez décider d'investir dans ce projet et là, véritablement, de devenir partie prenante de cette société citoyenne. Donc là, vous prenez vous prenez des actions dans cette société citoyenne et donc, du coup, vous pouvez participer également à la gouvernance de cette société citoyenne. Et vous pouvez travailler main dans la main avec le collectif local pour co-développer le projet sur le territoire. Après, une autre façon de soutenir ces projets d'une façon engagée, c'est également de développer des systèmes de subventions dédiés. Quand c'est un projet citoyen qui se monte sur votre territoire, eh ben, ils sont aidés par un système de subvention que vous mettez en place. Voilà. Et après, la phase d'après, c'est carrément dans les documents de planification, c'est carrément d'intégrer en fait des objectifs, pas seulement d'ENR, mais d'ENR citoyenne. Sur les ENR qu'on doit mettre en place dans le cadre de notre PCAET, on veut que 15% ou 20% soient citoyennes, par exemple. Et donc, ça peut être également intégrer des mesures de soutien aux projets citoyens dans vos documents de planification. Donc, voilà pour une brève présentation de ce que peuvent faire les collectivités pour soutenir ces projets. Et donc là, c'est vraiment vous qui décidez de placer le curseur en fonction de votre capacité à agir. Maintenant, je vous propose de passer la main aux porteurs de projets, donc aux membres de Kerwatt, qui est cette société régionale mutualisée qui a été créée au début de cette année 2020. Et donc, c'est Jean-Claude Castellier et Jean Rouxel qui vont vous présenter la société. Jean-Claude, est-ce que tu nous entends? Bien. Ouais, ok. Très bien. Super. Eh bien, écoute, on te laisse témoigner et tu me dis quand passer les slides? OK. Merci Donc, beaucoup. nous sommes ravis, moi-même et Jean, de vous parler de notre société citoyenne qui s'appelle Kerwatt et de faire part de notre vécu en tant que porteur de projet citoyen. Tu peux avancer, Oui, Amandine? voilà. Alors, en réalité, depuis fin 2018 et début 2019, il y avait beaucoup d'associations en Bretagne qui étaient en phase d'émergence pour monter des projets photovoltaïques sur des bâtiments publics ou sur d'autres bâtiments. Mais ces petites associations, comme l'a dit Amandine, avaient beaucoup de difficultés. Premièrement, je parlerai du fait qu'elles manquaient de compétences pour mener à bien complètement le projet. La réglementation est très complexe, donc il faut acquérir beaucoup de compétences. Elles manquaient aussi de solidité financière pour pouvoir créer une société d'exploitation, parce que, comme l'a dit Amandine tout à l'heure, c'est pas avec un seul projet ou avec deux projets qu'on arrive à rentabiliser la création de la société. Et puis, il y a un tas de difficultés réglementaires, manque de motivation des gens, et donc, fin 2018, début 2019, toutes ces sociétés avaient en commun d'être en relation avec Taranis. Et là, Taranis nous a bien aidés puisqu'il nous a dit, ben oui, c'est vrai, tout petit, trop petit, ben vous n'allez pas y arriver. Il y a une solution, il faut se regrouper tous ensemble pour créer une société qui va permettre de mettre en commun les compétences, les finances et puis l'animation de ce projet. Voilà, donc
4 sociétés sont parties. Equerre à Pont-l'Abbé, Trigor Énergétique qui est situé à Lannion et dont fait partie Jean Rouxel qui va vous parler tout de suite. Deloitte, qui est l'association dont je fais partie. Deloitte, c'est une association qui est à Dole, dans la baie du Mont-Saint-Michel. Et puis Étoile Solaire du pays de Redon, à Redon, qui est la 4e association qui se sont regroupées. Tu avances? Oui. Merci. Donc, tout cela, ça a débouché sur la création de la société début 2020. En fait, ça a été assez long parce que nous avons fait nous-mêmes les statuts et préparé un peu le travail, préparé beaucoup le travail. On a créé en 2020 cette société avec 31 fondateurs, les 4 associations dont je viens de parler, plus EPV, éolienne en Pays de Vilaine, qui nous a apporté son concours, une SAS, la SAS Cisère, qui est une vieille SAS, quand je dis vieille, elle a plus de 10 ans, qui avait investi déjà il y a plus de 10 ans sur des panneaux photovoltaïques et dont l'objectif, en prenant une participation chez nous, était de nous aider. Et puis, chose très importante, une commune, la Chapelle-de-Brun, qui s'est engagée depuis le début sur, premièrement, mettre à disposition des bâtiments, des toits, et deuxièmement, participer au capital de la société. Et enfin, 24 citoyens. Le capital de départ a été de 10 000 € et nous avons obtenu, grâce au travail de PV et de Taranis, le soutien de la Fondation de France pendant 3 ans avec un budget limité pour faire de la communication. En parallèle de ça, eh bien, dans la société, nous avons élu des personnes qui constituent le conseil d'administration, que nous on appelle COGES, et qui s'est mis au travail pour sélectionner des projets et les monter. En fait, la première grappe, on était parti sur 6 projets qui devaient démarrer cette année. En réalité, tous ne vont pas démarrer cette année, on a un petit peu de retard. Deuxième objectif du comité de gestion, c'était accueillir de nouvelles associations porteuses de projets parce que nous restons ouverts à l'entrée de nouvelles associations. Nous avons des contacts, mais pour le moment, nous sommes toujours les 4 associations fondatrices. Encore, tu avances? Merci, Amandine. Alors, on parle bien d'une société citoyenne. Ça veut dire quoi? Notre philosophie générale, c'est une société coopérative. Alors, SAS coopérative, ça n'existe pas, c'est SAS à caractère coopératif. Les statuts de Kerouac ne sont pas une SCOP ou une SIC, mais ils en reprennent les principes, notamment en matière de gouvernance et de distribution de bénéfices. Je détaille, les associés peuvent être des personnes physiques ou morales et dans tous les cas, une personne égale une voix, qu'elle soit une personne physique ou une personne morale, qu'elle ait pris 20 actions ou qu'elle en ait souscrit qu'une seule, elle aura une voix. Deuxième caractéristique, la pondération en cas de collège avec la primauté des citoyens. Vous voyez, les citoyens qui prennent une action ou plusieurs actions, à eux tout seuls, 45% des voix à l'Assemblée générale. Les associations initiatrices de projets, initiatrices, ce n'est pas les 4, c'est les 4 plus celles qui vont nous rejoindre, ont 30% des voix, c'est ceux qui travaillent sur les projets et donc ce sont aussi des citoyens. Donc, vous voyez, les citoyens, ça fait 45 plus 30, ça fait 75%. Nous avons évidemment
quand même un collège pour les collectivités et d'autres personnes morales. Voilà. Dernière chose quand même que j'ajoute, qui n'est pas sur la diapo, la distribution des bénéfices. Nous avons inclus dans nos statuts dès le départ le fait que 50% des bénéfices ne seraient pas distribués, mais seraient mis en réserve pour développer la transition énergétique et aider de nouveaux projets. Donc, 3 choses, un homme, une voix, prépondérance des citoyens et, 3e point, distribution de 50% seulement des bénéfices. Super, merci Jean-Claude. Tu avances encore une, Oui. je vais continuer sur celle-ci, puis après c'est Jean qui prend la main. Nous avons démarré une levée de fonds et donc nous avions 3 projets. Nous avons 3 projets en vente totale qui ont démarré sur l'association Equerre à Pont-l'Abbé, 58 kW crête en tout. Nous avons également 3 projets et également en vente totale qui sont en développement, qui sont pas encore démarrés, hein, mais qui sont présentés par Étoile Solaire à la Chapelle de Brun, 51 kW crête en tout, soit un total de 110 kW crête et 155 000 € d'investissement. L'objectif de la levée de fonds, c'est d'apporter 50% de l'investissement, en plus des 10 000 évidemment au départ. Et pour le reste, nous allons solliciter un emprunt bancaire. Voilà pour la situation de 2020. Tu avances, Amandine, Oui, s'il te plaît. à la suivante. Et plus tard, je laisse la place à Jean. Merci. Oui. Alors, et plus tard, effectivement, Jean-Claude vient de vous parler des projets qui sont actuellement en cours, mais ils ne seront pas suffisants pour assurer la solidité de la SAS Carwatt. Donc, on travaille tous sur l'émergence de nouveaux projets. Alors, par exemple, ici à Lannion, on a un projet, alors cette fois-ci qui serait en autoconsommation sur l'hôpital de Lannion. Alors, pourquoi en autoconsommation sur un hôpital? Parce que la consommation de l'hôpital de Lannion, par exemple, la consommation minimale, la puissance minimale appelée est de 400 kW. Donc, vous voyez, si on construit une centrale de 100 kW, admettons, toute l'énergie produite par cette centrale sera consommée sur place. Donc là, l'autoconsommation se justifie. Ce n'est pas le cas, par exemple, sur des halles de tennis, où là, on a un beau projet de 250 kW crête sur les halles de tennis de Lannion, où là, la consommation est relativement faible par rapport au productible possible. Et donc, dans ce cas-là, eh bien, on partira sur un projet en revente totale de l'électricité à EDF obligation d'achat ou toute autre société habilitée à racheter l'énergie. Dole de Bretagne a également un projet sur une école et Étoile Solaire de Redon travaille sur 2 autres projets, un EHPAD et un bâtiment agricole à Aller. Alors, dans les projets citoyens, il y a un triptyque qui est absolument indispensable pour les mener à bien. En premier lieu, bien sûr, il faut des citoyens et des citoyennes. Il faut également des banques, on l'a évoqué tout à l'heure, mais il faut également la participation des collectivités et Amandine en a également parlé. Elles ont un rôle important à jouer. En ce qui nous concerne, nous, ici à Lannion, eh bien, dès notre naissance, dès que l'association est née en mai 2019, nous nous sommes rapprochés de notre EPCI, Lannion Trégor Communauté, dans le but de bénéficier de l'expérience qu'ils ont, eux, déjà dans le domaine, puisque Lannion Trégor Communauté a déjà réalisé plusieurs centrales photovoltaïques significatives, et puis permettre également de développer en commun des projets. Donc, tu peux avancer là, Amandine, s'il te plaît? Oui. Voilà. Et donc, quel est l'intérêt pour les collectivités de s'associer à Carwatt et aux associations qui investissent pour trouver des projets? Eh bien, en ce qui nous concerne, nous, par exemple, ici à Lannion, on a une charte qui est en cours de signature avec l'EPCI.
Et dans cette charte, notamment, il est prévu que les projets que nous développerons s'inscriront dans les objectifs du PCAET, le plan climat, air, énergie territoriale de l'Agnon Trégor Communauté. Ces projets-là permettent également aux citoyens de s'impliquer localement et de créer du lien social. Ça permet également aux citoyens de donner du sens à leur épargne. Alors, comme on l'a dit tout à l'heure, Amandine en a parlé, hein, la collectivité peut investir dans la centrale, mais ça n'est pas absolument obligatoire. La collectivité a d'autres moyens de s'y investir, et Amandine en a parlé, par exemple la prise en charge de travaux, la prise en charge de renforcement de structures, etc. Ces projets-là ont évidemment des retombées économiques locales. Alors, c'est particulièrement vrai chez nous ici à Lannion, puisqu'on a une entreprise qui s'appelle Cilia, Recon Cilia, et qui fabrique des panneaux photovoltaïques. Et ce que nous demandons à nos installateurs, c'est dans la mesure du possible de mettre des panneaux fabriqués localement dans les projets pour lesquels ils travaillent. Donc, retombées économiques d'une part par ce biais-là, et puis également parce que ça fait travailler des entreprises locales, des installateurs locaux, des charpentiers locaux, etc. C'est également pour les collectivités une manière de montrer leur exemplarité environnementale, et ça permet également l'amélioration du mix énergétique local, et particulièrement avec le photovoltaïque d'avoir quelque chose de pertinent, puisque le photovoltaïque étant distribué sur le territoire, ça permet de produire de l'énergie qui est consommée localement, donc sans aucune perte, ce qui n'est pas le cas du réseau actuel, du réseau dont on bénéficie actuellement, puisque les pertes globales de ce réseau-là sont estimées à en gros 8%, ce qui n'est pas négligeable du tout. Autre avantage pour la collectivité, c'est la possibilité que la centrale soit cédée à titre gracieux à l'issue du contrat. Alors, les contrats sont conclus, les contrats d'achat d'électricité sont conclus pour une durée de 20 ans. Donc, la SAS Carwatt doit impérativement économiser son projet pendant cette durée, et même un petit peu avant, si on veut dégager du bénéfice, pour justement réinjecter cet argent dans de nouveaux projets. Mais une centrale, au bout de 20 ans, elle est loin, très, très, très loin d'être arrivée en fin de vie. Elle peut durer 30, 35, voire 40 ans. Donc, c'est la raison pour laquelle on n'installera pas de centrale photovoltaïque sur des toitures qui n'aient pas à minima 30 ans de garantie de durée de vie. Et donc, à l'issue des 20 ans du contrat de rachat, eh bien, une des possibilités, c'est une des possibilités, il y en a d'autres, hein, une des possibilités, c'est que la centrale soit rétrocédée gracieusement à la collectivité, qui continuera à l'exploiter à son profit pendant les 15 années ou 20 années de sa seconde vie, on va dire. Voilà, j'en ai terminé pour ce transparent. Donc, on est à la fin. Après, c'est voilà. Oui. On est à la fin. Donc, eh bien, oui, on incite évidemment tout le monde à devenir carwattien en 2021. Merci beaucoup, du coup, pour votre présentation. Du coup, on a un petit peu de retard. Voilà, vous aurez ici plein d'informations pour retrouver les liens vers ce que fait Carwatt, les statuts de la société, les questions que vous pouvez vous poser. On vous les redonnera de toute façon avec les webinaires. Je vous propose du coup de passer au temps d'échange pour voir si... Nous avons déjà 3 questions d'ailleurs dans le chat, dont 2 adressées à Carwatt. Ouais. D'accord, donc on voit bien qu'il y a l'icône chat en bas de votre écran. Je vous le remets, ça peut s'appeler converser en fonction de si vous avez votre Zoom en français ou en anglais. Je vous mets en parallèle des questions, la petite diapo qui vous redonne les contacts de tout le monde. Merci. Et il y a une question aussi en parallèle, Rémi, que j'avais reportée au temps sur des questions eu égard aux contraintes que Maïf pourrait poser sur des toitures photovoltaïques, notamment sur les exploitations agricoles, si ma mémoire est bonne. Oui, tout à fait. Et à ce moment-là, ce que je propose, c'est qu'on commence peut-être par les questions à Carwatt, comme Jean et Jean-Claude, vous venez de terminer. Donc la première, c'était, est-ce que les représentants de Carwatt sont élus au sein de la structure? Donc par contre, comme on est déjà un peu en retard, des réponses courtes pour tout le monde, ce serait sympa. Merci beaucoup. Claude ? Vas-y, réponds. Bien, les représentants actuels de Carwatt ont été désignés volontaires.
mais il est prévu dans les statuts que les représentants de Carwatt soient élus par l'Assemblée générale. Super, merci beaucoup. Et deuxième question, comment vous êtes-vous rémunéré pour des projets en autoconsommation où vous ne consommez pas? Alors, pour les projets en autoconsommation, la solution consiste à louer la centrale au propriétaire de la structure porteuse. Pour ceux qui veulent plus d'informations, ça ressemble au modèle qui a été développé par On s'y met avec la ville de Lorient. On est en train de faire évoluer les contrats et donc c'est un des seuls modèles qui permet de faire de l'autoconsommation avec tiers investisseurs qui sont les projets citoyens. Et qui nécessitera, si je peux me permettre, quelques petites évolutions au niveau du dispositif d'assurance à terme. Il y aura sans doute des évolutions nécessaires pour pouvoir assurer ces projets correctement, tout à fait. Ok, donc il est 19 h. Donc pour les autres questions, je vais répondre sur la question sur les conditions de souscription. Est-ce qu'il y a des conditions de souscription sur la nature des entreposages sous les toitures agricoles, la présence d'animaux, de bétail? La réponse est non. Il n'y a pas dans le dispositif d'assurance de contraintes particulières sur les conditions d'entreposage. Sur ce sujet-là, vous savez que Énergie Partagée a publié il y a quelques semaines un guide sur les toitures, comment sélectionner les toitures, à quelles règles de prévention faire attention. Et du coup, la volonté de la Maïf a été dès le départ de ne pas poser de contraintes supplémentaires aux difficultés que vous pourriez éventuellement rencontrer sur le montage d'un projet. Donc aujourd'hui, notre volonté, c'est de vous encourager à suivre les préconisations qui sont dans ce guide qui a été particulièrement bien apprécié par nos amis experts à la Maïf d'ailleurs. Je ne sais pas si vous le connaissez, ce guide, mais il est plutôt très bien rédigé. Certains demandent qu'on le mette en lien, d'ailleurs. Alors, je crois qu'il est sur le site. Je rajouterai le lien également dans l'email. En fait, on va vous envoyer le support de présentation là dans les prochains jours. Donc, si vous voulez, je pourrais rajouter également le lien vers ce guide dans l'email. Vous le retrouverez sur le site EP de toute façon. Eric, je pense que tu dois pouvoir confirmer, il est présent sur le site Énergie Partagée, le guide. En tous les cas, oui. Enfin, moi, je confirme. Je ne sais pas si Eric est à même de répondre, mais oui, il est présent sur le guide. J'arrivais pas à mettre le micro, donc j'ai mis dans le chat. Oui, il y est, je vous mets le lien de suite là. Je suis en train de le retrouver. Et juste, je voyais qu'il y avait également une question sur l'autoconsommation et est-ce que les banques pouvaient suivre. C'était donc une précision sur cette question. Donc, en effet, comme on transforme l'autoconsommation par un contrat de location de la centrale photovoltaïque ou des panneaux, les banques peuvent suivre ce type de modèle. Voilà. Je ne sais pas du coup s'il y a d'autres questions. Ah, Eric nous a mis le lien, donc vous pouvez cliquer dessus. Voilà. Et je ne sais pas s'il y a sinon d'autres questions. De toute façon, on reste disponible si vous avez des questions. Aussi bien les gens de Carwatt vous pourrez accorder un petit peu de temps pour répondre aux questions des gens si vous en avez. Ça ne vous pose pas de problème, Jean-Claude et Jean? Ah non, c'est bon. Pas du tout. Merci beaucoup. La Maïf, pareil, vous restez disponible de votre côté s'il y a des questions complémentaires sur les assurances? Pas de problème, on restera sur le document, la présentation, vous retrouverez nos adresses mail et nos contacts si vous souhaitez plus de renseignements et un complément à la présentation que vous a fait Loïc. Ok. Et donc, côté Taranis ou côté énergie partagée, on reste à votre disposition si vous avez des questions complémentaires. Je vois juste que du coup, il y a une personne qui demande des exemples de modèles de contrat de location. Donc, on est en train de le finaliser et on est en train de faire un contrat qui soit plus costaud que les premiers qui avaient été initiés. Donc, il va nous falloir nous accorder encore
quelques mois pour vraiment finaliser ces contrats exactement et pour pouvoir proposer des contrats qui soient sécuritaires pour les deux parties, aussi bien pour la collectivité que pour le collectif citoyen qui les fait. Je vous mets en tous les cas mon mail et n'hésitez pas à m'envoyer un mail du coup pour avoir ces modèles de contrat de location. Dès qu'on aura avancé sur la finalisation de ce contrat, on pourra échanger avec vous avec grand plaisir. Voilà. Ok. Eh bien, écoutez, merci. Déjà, merci aux Kerouatiens de vous être rendus disponibles ce soir. C'est très sympa. Et alors, il y a une autre question sur la rétrocession au bout de 20 ans. Donc, il y a en fait autant de possibilités que les schémas que vous décidez de prendre entre le propriétaire du bâtiment et le collectif citoyen. En fait, il y a plein de possibilités de fonctionnement sur la fin de la centrale et de façon de faire sur la fin de la centrale. Et donc ça, c'est des discussions qui doivent être menées au cas par cas. Parce que soit, par exemple, le collectif de citoyens décide de continuer à exploiter la centrale après 20 ans, mais on ne sait pas à quel tarif sera rachetée l'électricité. Ça, c'est une possibilité. Ça peut être aussi pour financer le démantèlement ou la réinstallation d'une centrale par la suite sur ce toit. Donc, il y a énormément de possibilités de modalités soit de rétrocession, soit de terminer le contrat et de remettre la toiture en état. Et ça, c'est des discussions au cas par cas avec le collectif citoyen qui doivent être menées. Je ne sais pas si vous voulez apporter des précisions, Jean peut-être ou Jean-Claude. Non, je pense que tu as parfaitement répondu, Amandine. Okay. Dans nos contrats, on prévoit en général 3 possibilités, soit remise en état, soit prolongation avec un nouveau contrat, ou soit cession gratuite à la collectivité. Voilà, ok, merci beaucoup. Donc, c'est le moment, ça vient encore une ou deux questions. Sinon, donc il y a encore 2 webinaires de prévus. On continue les lundis de l'énergie. La semaine prochaine, c'est sur l'éolien. Et donc, il y aura le témoignage d'un projet citoyen qui est celui de Fééol, avec l'association qui a initié le projet qui s'appelle Énergie des Fées. Et le lundi encore d'après, donc ça nous amènera au 30 novembre, c'est sur tout ce qui est biomasse. Donc, on abordera la méthanisation et on abordera le bois énergie, plus courtement vu que c'est les deux en 1 heure. Et sur ces points-là, on aura Suzanne qui travaille pour Énergie Partagée, donc qui est une collègue d'Éric, experte sur la méthanisation, qui viendra nous rejoindre et qui pourra témoigner également et répondre à vos questions. Voilà, donc il y a encore 2 webinaires et merci aux organisateurs, à la Maïf, à Énergie Partagée et à vous, Kerouatiens, d'être venus témoigner. Et donc, merci aussi à tous ceux qui ont assisté à cette vidéo.